Bonjour à tous et bienvenue sur le Royaume de Kiev. Alors, vidéo du jour, de nouveau sur le Belgium Awards Championship, on a reçu le pairing de la première ronde et on va pouvoir analyser ça tous ensemble. Donc, je vais vous faire match par match, un peu montrer de nouveau les listes et donner mon avis par rapport aux vainqueurs potentiels. Je vais donner mon pronostic. Donc, vous savez bien que j'aime bien avoir vos pronostics dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me mettre vos pronostics dans les commentaires, ce sera vraiment quelque chose d'intéressant à pouvoir comparer. J'ai hâte de lire un peu vos pronostics. Alors, première chose, évidemment, le plus important, c'est aussi le scénario. Le scénario qui va être joué, du coup, cette fois-ci, lors de la première partie, c'est le scénario lutte de pouvoir. Alors, lutte de pouvoir, c'est ce scénario-ci. Hop, voilà. Donc, où vous allez avoir 5 objectifs, un au milieu et 4 près des zones de déploiement de chacun. Et petite particularité de ce scénario, et ça va changer beaucoup de choses pour le pairing, c'est que vous marquez un point de victoire quand vous contrôlez moins un objectif, et un point de victoire quand vous contrôlez moins deux objectifs, mais pendant 2 tours consécutifs. C'est-à-dire que même si vous l'avez au déploiement, il est dit dans les règles que vous contrôlez l'objectif, mais en fait vous ne le contrôlez pas pour ce scénario-ci, puisque vous allez pouvoir le contrôler qu'avec un tour de plus. Donc à chaque fois, il faudra compter un tour de plus. Et là, on verra que ça va avantager certaines armées et désavantager d'autres armées. Voilà. Et sinon, la troisième façon de marquer les points, c'est si vous en avez plus que votre adversaire, si vous en contrôlez plus que votre adversaire. Donc voilà. Donc ça va être intéressant de voir ça. On va voir un peu aussi avec les listes comment ça va se passer. Sinon, vous marquez évidemment des points avec les traits de bataille et les grandes stratégies. Hein. Ça ne va pas changer. C'est comme d'habitude. Donc, on va démarrer ça tout doucement. Donc, une petite publicité pour le tournoi. Si jamais vous ne savez pas être là ou vous êtes là, le numéro 2, hein, je fais une petite promo, évidemment pour le numéro 2, je vais vous montrer ça. Le numéro 2 qui se déroulera le 30 janvier 2022, qui sera le bastardatoire. Donc vous savez que les bastardatoires sont en corrélation avec la chaîne, hein, évidemment. Hein, on partage plusieurs choses et donc ça c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas, évidemment. On voit qu'il y a 62 préinscrits, hein, donc c'est un tournoi qui va intéresser beaucoup de monde. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose super comme tournoi. Même si c'est vos premiers, vous n'avez jamais fait de tournoi, il ne faut pas avoir peur de faire un tournoi. Un tournoi, c'est quoi? Un tournoi, c'est une rencontre entre des joueurs que même si vous débutez, ils vont pouvoir vous aider. Les joueurs ne sont pas là juste pour vous écraser et après dire au revoir, salut. Non, au contraire, demandez-leur des conseils. Et par question d'expérience, 3 parties jouées, même 3 parties perdues, vont plus vous apprendre de votre armée et de votre tactique de jeu que jouer une partie toutes les semaines, par exemple. Donc, un tournoi, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. N'hésitez pas à participer au tournoi. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur la page Facebook Les Royaumes de Kea. Je serai évidemment très heureux de pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Donc voilà, donc on est parti pour les pairings de la ronde 1. Pairing de la ronde 1, on a donc Sargi Boy avec les Sons of Behemat contre Raccoon avec une liste d'Author of Gate. Alors, j'ai mis vainqueur Raccoon. Enfin, attention, c'est évidemment mon pronostic. Généralement, vous allez voir qu'il y a 17 parties, donc on est 34 joueurs, hein, il y a 17 matchs. Sur les 17 matchs, il y en a très très peu, voire pas du tout, que je vois avec des grosses victoires. Au fur et à mesure, je pense que ça va être un tournoi très serré, et c'est ça qui est vraiment excitant, et j'ai hâte d'y être. Donc, les victoires ne veulent pas dire que, voilà, oh mon dieu, je prends l'exemple ici, Sargi Boy va se faire éclater, il n'a aucune chance. Bien au contraire, hein, c'est aussi le jeu des pronostics, évidemment, et j'attends les vôtres dans les commentaires. Pour cela, alors on va voir, j'ai noté les listes pour que ce soit plus simple. Donc Sargi Boy qui a la liste numéro 5. Donc il joue une liste très classique, hein, on les a vus qu'on a dans la vidéo analyse des listes, que je vous conseille d'aller voir évidemment avant de regarder les pairings. Comme ça vous apprenez bien des listes. Donc avec les 2 Kraken Eater, le War Samper, le Gatebreaker, 4 pauses, liste somme toute classique. Alors pourquoi je l'ai mis pas gagnant contre Raccoon, qui est la liste 28, hop, qui est là. Voilà, alors pourquoi? Parce que Raccoon va nous jouer une liste de tirs. Pour l'avoir déjà affronté les Daughters of Khaine de tir, donc je n'ai pas affronté personnellement Raccoon, et ce sera avec grand plaisir que je l'affronterai si jamais on joue l'un contre l'autre, ce sera très chouette. Mais voilà, c'est une liste de tirs qui peut faire 50 tirs par tour, qui font des BM,
Donc voilà, il va jouer en premier parce qu'il va avoir qu'une seule pause. Donc sur ce scénar-là, ben, il va pouvoir envoyer Moratti vers l'avant pour tenir un objectif. Normalement, avec 50 tirs avec DBM, il y a de grandes chances qu'il tombe un Suns au départ. Donc après, ça va dépendre aussi des doubles tours, évidemment. Hein. Mais techniquement, il y a moyen qu'il puisse facilement en fait bloquer un Sons avec Moratti, voire deux avec deux Moratti, qui puisse tuer un Sons of Behemoth par tour. Donc je ne pense pas à une grosse victoire, mais je pense à une victoire de Raccoon pour cette première partie. Alors, deuxième partie, ça c'est une chouette périne hein, entre deux armées qui font très très mal au corps à corps. On va avoir KO qui joue Korn et Riskin qui joue la Flesh Eater, hein, la fameuse Flesh Eater que j'aime beaucoup. Avec deux armées qui frappent très fort au corps à corps, mais ont pas mal de choses dans leur liste qui permettent en fait d'empêcher l'autre de charger. Donc ça va être très marrant parce que c'est deux armées en fait qui, mine de rien, se ressemblent tout en étant très différentes. On va voir ça. Donc, on va commencer par Riskin, qui est la Flesh Eater, c'est la première liste. Voilà, donc on l'avait vu hein, avec le Terror Gaze, le Zombie, l'Arc Régent, Neferata, et des petits ghouls, mais aussi beaucoup d'invocations. Et là où ça va changer par rapport à la... Enfin, ce qui va donner le contrôle, ça va être les Shackles et les Jiminy, qui vont vraiment embêter Korn. Donc Korn va devoir absolument les dissiper, parce que c'est quelque chose qui va vraiment l'ennuyer. Il a des choses qui peuvent taper fort, mais de l'autre côté, on va avoir la même chose en fait. Parce que Korn va aussi avoir Chaos va avoir le prince de Montcalm qui va empêcher de charger, on va avoir Scarbrand qui fait très mal, un Blood Twister qui fait mal, qui va bien résister aussi, on a des Brandmonger, on a des Blood Crushers qui vont vite, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est deux armées qui doivent se rentrer dedans, et en même temps qui empêchent l'autre de le faire. Donc j'avoue que c'est un des matchs que j'ai vraiment envie de regarder en fait. J'ai vraiment envie de voir ce match. Je ne le verrai pas, évidemment, puisque je serai occupé à jouer de mon côté. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose que voilà, j'ai vraiment envie. Après, on va passer à la table numéro 3. On a Lord Von Ross avec les Sublight contre Aldébaran, hein, qui est un ami, je le connais, qui joue sur la liste. Là, j'ai donné gagnant Lord Von Ross. Parce que là, quel que soit le scénario, hein, je pense qu'Aldébaran va avoir très difficile à gérer Nagash en fait. Hein. Donc on va regarder ça. Donc Nagash avec Belladama et un Witchy, 20 Grégoire qui tape très fort parce qu'en Virkos ils auront plus un pour blesser, c'est très fort. 2 fois Dilou, l'Emerald Swarm et l'Ombre Spell Portal fait que Nagash va facilement tuer, on va voir ça avec la liste d'Aldébaran. Facilement tuer les Stormlords. Et après, l'ogre tape fort, mais résiste très peu. Et avec la récursion des morts vivants, je pense quand même que Lord Von Ross va avoir ce gros avantage sur Aldébaran. Donc, je mise sur une victoire pour l'instant de Lord Von Ross. Pour la partie 4, entre Mataf et Bird of Prey, alors là, c'est aussi un match-up qui va être compliqué. Alors Mataf en fait va jouer les Stormcast, que j'ai noté ici Storm 4, si vous voyez, hein, peut-être qu'il va jouer des chats, je ne sais pas, contre Bird of Prey qui joue Luminette. On va regarder ça, on va commencer d'ailleurs par la liste de Luminette de Bird of Prey, où on voit qu'il a Teclis, Sévirette, très fort, hein, surtout dans ces matchs pareils, 2 fois dit Warden, 2 fois dit Sentinelle. Là où dans l'explication des listes, j'ai trouvé sa liste avec un point faible car il n'avait pas les portails, effectivement. Ici, ça va être intéressant de voir parce que Teclis va affronter une liste. La liste de Mataf est une liste qui est capable de le tuer, en fait, facilement. Donc, hop, la liste est quand même une liste de tir, donc elle est capable de le tuer. Maintenant, il ne jouera pas en premier. Là va intervenir le fait que les Stormcast peuvent venir en frappe. Donc là, tout va se jouer là-dessus. Comment est-ce que Mataf va gérer ça? Comment est-ce que, du coup, à part Sévirette, est-ce que Bird of Prey va oser s'avancer avec ses lunettes? Car le scénario va lui demander de s'avancer, tout ça. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué ce match-up. Je donne les Stormcast vainqueurs parce que je pense qu'ils vont avoir, entre guillemets, même s'ils ne vont pas jouer le premier, enfin, après, Bird of Prey peut décider de jouer le deuxième, mais même s'ils ne vont pas jouer le premier, ils vont avoir l'Alpha Strike. Et je pense que s'il réussit bien son Alpha Strike,
il va prendre de l'avance beaucoup d'avance par rapport aux luminettes. Donc voilà, je vais parier là-dessus. C'est un des matchs où ça nous décide pour moi. Après, on va avoir Fjord en Fire Slayer contre Warzug en Iron Joe. Là, je vais donner clairement, entre guillemets, mais je vais donner vainqueur les Iron Joe. On va voir pourquoi. En fait, l'Iron Joe ici, donc liste 26. Attendez, 1, 2, 3, 24, 25, 26, il est là. Voilà, il a 2 Mokusha qui vont être boostés par les 2 Warchanters, il a 2 Chamans, il a des brutes pour tenir les objets, il a des Gorgunta qui vont vite, et en fait, il va avoir l'Alpha Strike. Warzug va avoir l'Alpha Strike, et s'il choisit bien ses cibles, s'il bloque bien, hop, on va regarder la liste de Fjord qui est la liste numéro 13, s'il bloque bien tout ça, ben malheureusement Fjord n'aura pas l'avantage en fait. Et du coup en fait il va rester bloqué et on va avoir Wazu qui va prendre l'avantage au niveau des objectifs, voire même des kills parce que vous avez les deux Earthguards, 15 fois Earthguard Berserker qui vont faire mal, mais s'ils sont bien gérés par l'Iron Joe, à côté il n'y aura rien qui va faire mal. Et c'est pas les Etherwind qui vont vraiment bloquer les Iron Joe dû à leur mouvement. Alors on verra évidemment, mais là je mise ma petite pièce sur Warzug. Après on va voir Sidious en Sylvanette contre France et sa liste Tankas. Là j'ai donné vainqueur Sidious avec les Sylvanettes. Pourquoi? Parce que France a une liste en fait, c'est la liste combien j'avais dit? La liste 6. La liste 6, elle est là. Donc on a France qui a plein de petites unités qui vont arriver en frappe. Donc voilà, on a plein de petites unités qui arrivent en frappe, on a un peu de tout. C'est très intéressant comme liste, mais malheureusement, il va tomber contre une liste qui est tout en dessous, la Sylvanette, qui va déjà pouvoir repousser ses frappes. Parce que le Sylvanette va jouer en premier, il va pouvoir invoquer 20 dryades avec Alariel, 10 dryades avec la branche Weight, il a déjà 10 dryades, donc déjà il va repousser les invocations, les frappes en profondeur, excusez-moi, et il va prendre avec 20 dryades l'objectif du milieu. Donc le Stankas va devoir essayer d'arriver et de passer ces 20 dryades, et enfin entre guillemets les 40 dryades, pour pouvoir arriver à ce qui va faire mal, mais entre-temps, Alariel peut sniper n'importe quelle unité, n'importe quel personnage à la magie, le Warsong Revenant peut faire la même chose, Drisha au tir fait énormément de blessures mortelles, on a les Tri Revenants qui peuvent se téléporter un peu partout. Donc voilà, je vais donner un avantage là un peu plus clairement pour les Sylvanettes dans ce match-là par rapport au scénario. À la partie numéro 7, on va avoir Snadja en Soulblight contre Mr. Badweed en Daughter of Cain. Là, j'ai donné vainqueur Mr. Badweed. On va voir pourquoi. Mr. Badweed est la liste 24. Et donc ici. Donc Mr. Badweed va jouer Morati, va jouer une Méduse, va jouer 25 tireurs, qui est très fort, parce que n'oubliez pas que les 15 vont pouvoir tirer 2 fois. Donc il va quand même avoir 40 tirs par tour. Alors, il a les 18 chefs qui vont rester pour prendre un des objets, mais c'est ce qu'on leur demande, surtout dans cette partie-ci. Et les 2 x 9 Kinich Shadowstalker qui peuvent se TP très facilement. Et là où ça va faire mal, en fait, c'est qu'on va regarder la liste, du coup, de notre cher Snadjan, qui sera la liste 31, elle est là. Et en fait, on voit qu'il a une liste très forte, Benjamin Delbar, avec Nagash, Neferata, les Blood Knight, les Direwolf et les Fell Blast, très bien, avec les Vorad qui vont venir. Mais le problème, en fait, c'est que comme il va jouer après le Morati, eh bien, on va avoir Morati qui va arriver sur l'objectif du milieu, donc elle va le garder déjà. Par rapport à ça, elle va pouvoir bloquer un Nagash, parce que Nagash ne sait pas la tuer directement, et Neferata risque de mourir dès le début. Si elle ne meurt pas, ce sera autre chose qui va mourir comme Blood Knight, et voilà. Si elle meurt, en fait, le problème c'est que on va avoir Benjamin qui va devoir avancer pour essayer de récupérer cet objectif du milieu, et on a les Kini qui peuvent très bien s'en sortir contre les Fellbass et contre les Direwolf quand ils se sont TP. Donc, ça va être très difficile pour Snadjan de pouvoir gérer ça. C'est pas impossible, évidemment, vraiment pas. Mais ça va être quelque chose d'assez difficile quand même à y arriver. Donc, de nouveau, une partie qui va être vraiment serrée et qui va être intéressante à regarder. On va passer à la table 8. On va avoir notre Gobilator, Julien de la chaîne, vous le savez bien,
qui vient souvent faire des rapports de bataille avec nous, vous devriez d'abord bientôt le revoir, contre Tracklord avec Kruleboyz. Je donne Julien vainqueur, je ne donne pas Julien vainqueur parce qu'évidemment je le connais et que c'est quelqu'un de la chaîne, évidemment pas, mais je le mets vainqueur parce que je pense que dans ce match-là, il va avoir un petit avantage. Nous allons voir ça. Commençons par la liste de Tracklord. Alors la liste de Tracklord est une liste assez classique pour les Kruleboyz, mais très très chouette, hein, évidemment. On va avoir la bouche de Mork, excuse-moi. Mais en fait, le problème de la bouche de Mork, qui est très forte, c'est une vraiment géniale figurine, mais pas dans ce match-up en fait. Dans le match-up qu'il va avoir, elle est moins résistante que Demokrucha, et son capacité de faire des blessures quand elle dissipe, ça va pas beaucoup servir en fait. Donc ça c'est un peu dommage, mais voilà. On va avoir deux Sludge Breakers. Donc c'est les crocodiles qui vont donner des bonus aux unités. Alors pourquoi en jouer deux? Je suppose que c'est pour pouvoir mieux s'éparpiller sur la table. Les deux chamans, ça c'est classique hein, pour booster les blessures mortelles. 2 fois tigre, une gripasse, 9 arbalétriers, une baliste. Alors le problème en fait vient ici qu'il va avoir des soucis de répondants. En fait, la liste de Julien, je vais vous la montrer évidemment, la liste 27. 1, 2, 3, 4, 27, elle est là, voilà. En fait, Julien, il a Kragnos, il a Demokrucha, il a les chamans, il a plein de Gorguntas, donc c'est une armée qui va très vite, qui va impacter très vite, qui joue en 2 pauses, donc il jouera en premier, et ça va vraiment, bam, foncer, impacter, et je pense que cette liste va faire très mal, justement, à Tracklord. Voilà. Je pense malheureusement que, par exemple, dans la liste Tracklord, il y aurait eu peut-être un Bricaboss. Ça aurait changé la donne parce que le Bricaboss peut tuer une Mokrucha, peut tuer un Kragnos si c'est lui qui cherche. Et donc en contre-charge, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu faire mal en fait. Maintenant, à voir, évidemment. Après, on va avoir Red Nightmare, excuse-moi. Red Nightmare contre Julius Spot. Là, je donne clairement vainqueur. Là, par contre, c'est peut-être un des matchs où je vais donner clairement quelqu'un vainqueur. Je vais clairement donner la liste Osiark vainqueur parce que la liste Osiark va être très résistante. Elle va bien prendre les objectifs. Et Julius, on va voir qu'il y a une des listes que j'adore. Hein, je l'ai dit, j'adore sa liste avec les 2 persos sur Manticore, les 2 persos sur Carcadrak, le sorcier à pied, les 20 guerriers du chaos, les 2 x 5 knights, le chariot. C'est une liste que j'adore, c'est une chouette liste, une liste de collectionneurs. Moi j'aime beaucoup ce genre de liste là. Malheureusement, c'est une liste qui ne va pas savoir gérer Nagash par contre. Et là, Nagash, lui, il va pouvoir faire très mal comme ça. Les Mortal Guard vont prendre tes objectifs. En Petrifex, avec Catacross, ils vont pas bouger. Donc voilà, le seul petit point faible de Nagash, c'est qu'il ne peut pas utiliser les aptitudes commandement vu qu'il est dans une liste Petrifex. D'après ce qu'on m'a dit, il faut que je vérifie. Je vous avoue que Bone Reaper et Stankas sont les 2 Battletomes que je connais les moins. Mais voilà. Mais même sans ça, je pense que Nagash a largement le potentiel de surpasser le State of Darkness tel que Julius joue. Mais voilà. J'ai envie d'y croire. Hein. Julius a une chouette liste, une liste que j'aime beaucoup. Donc je crois en toi. On va avoir Zion avec la liste Stankas contre le Bromike avec la liste Kruleboyz. Alors, d'abord, quand j'ai fait ce premier pairing, je me suis dit, facile, le Stankas va gagner. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il a des listes avec des unités qui vont bien résister, hein, les Rétributors, les Libérators, sur des objectifs, ça ne bouge pas. Et la Gotrek. Et Gotrek, il va aller sur l'objectif du milieu, et Gotrek, il ne bougera pas. Parce que Gotrek, il va tuer tout ce qui arrive, et il va prendre l'objectif, et on va pouvoir marquer des points comme ça, et pour moi, je disais, première vue comme ça, je fais ah, Zion, il va gagner. Et puis finalement, j'ai donné vainqueur le Bromike. J'ai donné vainqueur le Bromike. Pourquoi? Parce que le Bromike, en fait, il joue Kruleboyz. Et il joue Kruleboyz avec la bouche de Mork, avec le Killaboss Schnafu qui fait mal, la bannière qui protège de la magie. Ouais, ici, ça va pas trop l'aider, mais pourquoi pas. Les 2 chamans, évidemment, le Snatch Boss, et puis un peu tout d'habitude, dans les 9 arbalétriers, 2 fois 10 qui passent, et la baliste. Les Chromanticox vont lancer un sort supplémentaire. Là où c'est fort en fait, et que malheureusement c'est le mauvais match-up pour Gotrek, c'est que les Kruleboyz, ils ont le sort qui permet d'enlever la protection. Et Gotrek sans protection, il n'a rien contre les blessures mortelles, et cette armée de Kruleboyz fait beaucoup de blessures mortelles. Et donc voilà. Donc pour moi, je vais donner vainqueur le Bromike s'il arrive à gérer comme il faut Gotrek. Voilà. Après on va avoir Maton avec ses Sons of Behemoth
contre Bibis avec ses Iron jaunes. Alors je vais donner Maton avec ses Sons of Behemoth vainqueur, mais attention, Bibis peut quand même essayer de faire quelque chose. Bibis, c'est pas celle-là, oups, excusez-moi. Hop, évidemment, si je me trompe de liste, c'est celle-là. Bibis, il va voir qu'il va jouer une Mokrusha, il va jouer 2 Megaboss à pied, il va jouer un Shaman, 2 Warchanteurs. En plus, en temps de Z-Event, il joue Leclerc et Squeezie, ils doivent être occupés. Il a joué des grosses bandes Dark Boys pour prendre des objets, 6 Gorgrunta, 5 Orgbot. Alors, la liste, on voit que c'est une liste de collectionneurs aussi. Je pense qu'il y a 2-3 petits trucs qu'on aurait pu ajuster dans la liste, mais déjà, c'est une liste qui peut faire mal. Un Megaboss ou Mokrusha, clairement, bien boosté, peut tuer un Méga Gargant. Donc, la liste de Maton, on va voir, hein, la liste de Maton, c'est une liste, hop, c'est la liste numéro 33. Il est là, voilà. Donc c'est une liste 4 gargants classique, hein, je ne vous la refais pas, voilà. Mais normalement, un bon buff sur la Mokrusha qui peut faire mal, elle peut tuer un méga gargant. Et le problème en fait, c'est qu'elle est toute seule. Dans la liste qu'on a vu Iron Joe, c'est qu'elle est toute seule pour pouvoir tuer un autre méga gargant. Les 6 Gorgrunta peuvent peut-être espérer en bloquer un tour 2, mais ne le tueront pas, clairement pas, et il n'y a rien derrière. Donc ce sera un peu le souci. Voilà, là je vais quand même donner vainqueur le méga gargant, surtout dans un scénario comme celui-ci, même si le fait qu'il va devoir garder 2 méga gargants derrière pour avoir les objectifs, il va pouvoir en envoyer 2 devant, la Mokrusha peut peut-être en gérer un, mais comme il n'y a rien pour gérer un deuxième méga gargant, l'Iron Jaune ne peut pas prendre l'avantage sur le centre de bataille. Et c'est ça qui est un peu dommage, et c'est pour ça que je vais donner vainqueur Maton. À la table 12, on va avoir Pierrot avec ses luminettes contre Johnny Toy avec ses Sons of Behemoth. Et je vais donner vainqueur le luminette. Pourquoi? Alors le luminette, qui est la liste numéro 23, hop, qui est, il est là. Voilà. Donc clairement, Keklis, une Catalar, le Vanari, leur régent, les 2 grands archers, les 2 fois 10 lanciers. Là où ça change, c'est qu'il a l'Umbral Spell Portal. Voilà, très fort. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une liste qui n'avance pas beaucoup. Et c'est vrai, c'est une liste assez défensive. Mais vous allez voir que le Sons of Behemoth qu'il affronte n'est pas un Sons of Behemoth classique. Et c'est ça que clairement, le luminette va prendre l'avantage. Vous allez voir, le Sons of Behemoth qui est là, en fait, il joue Kragnos, 2 méga gargants et un petit gargant. Donc sur ce scénario-là, il va avoir un méga gargant et un petit gargant qui vont être sur les objectifs. Kragnos et un méga gargant vont vouloir avancer. Le problème, c'est qu'il va jouer en deuxième. Donc il va jouer en deuxième, donc déjà, clairement, un méga gargant, Kragnos va tomber contre les BM parce qu'il n'a rien pour protéger contre les BM. Voilà, clairement, il va mourir. À côté de ça, on va avoir l'un des deux, au hasard, je sais pas moi, le Kraken Eater par exemple, qui va être bloqué par la magie des luminettes. Voilà. Tac, 5 en bravoure, 5 6 en bravoure. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, je fais un test de bravoure en lançant 2 dés. Si je fais plus que ta bravoure, tu ne peux rien faire. Clairement, à 2 dés, il ne faut vraiment pas avoir de bol pour rater tous ces 2 fois 2 dés à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Mais clairement, un méga gargant ne fait rien. Et donc, au final, le méga gargant, il va envoyer quoi? Il va envoyer le Sons of Behemoth, il va envoyer un méga gargant, peut-être un petit gargant, et encore, parce qu'il doit garder derrière. Donc même s'il a le double tour, on va avoir un méga gargant qui va arriver, qui va se prendre les lanciers, qui va presque mourir, puis après ce sera au luminette. Le luminette le tue, gère toujours l'autre méga gargant. Au 3e tour, il a pris l'objet au 2e tour. Au 3e tour, il tue le petit gargant, toujours en gérant l'autre méga gargant qui ne bougera pas. Le Sons of Behemoth marquera maximum 1 point par tour, tandis que le luminette marquera tous ses points à chaque fois. Si ça se passe bien, et c'est l'avantage de Teklis, puisque Teklis c'est vraiment quelque chose, vu qu'il lance ses sorts clair, net, précis, il lance pas de dés, donc voilà, hein, c'est des 10 à chaque fois ou des 12. Voilà, je donne une victoire sur le luminette sur une liste un peu spéciale des Sons of Behemoth. Évidemment, toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, peut-être que j'ai tort, et j'espère que j'ai tort, parce que c'est ça qui rend le jeu beau. Ici, on va voir Bowser avec une super liste State of Darkness, que beaucoup d'entre vous, là je suis sûr que pour ce match-up là, ne seraient pas d'accord avec moi, mais moi je crois en Touchous avec sa liste Night Owl. Pourquoi? Donc on va déjà commencer par la liste Slave to Darkness, hein, hop, qui est ici.
de notre ami Bowser. Déjà, j'adore ton pseudo. Qui joue quand même 3 princes démons de corne, bel accord, un bloc sécrateur, donc qui donne plus une attaque à toutes les unités de corne, 3 x 5 knights de corne, 3 varanguards de corne, 6 furies. Donc déjà là, c'est très fort. C'est une liste très très forte. C'est une liste qui va gérer. Elle t'empêche de charger, elle t'empêche de bouger, elle t'empêche de faire plein de choses. Donc c'est une liste qui est super contrôle, super forte. Là où je vais quand même donner un petit avantage, je vais dire, à son adversaire, c'est Touchous, parce qu'il joue Nighthawk. Et le Nighthawk, en fait, il s'en fout de charger, en fait. Il va avoir 30 chain wraps, 30 chain wraps, 10 chain wraps, 10 chain wraps, et les 2 x 30 vont se mettre sur l'objectif du milieu, et le corneux, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'aura pas la force de tuer 60 chain wraps qui sont récursifs, qui vont revenir à chaque fois, qui vont être boostés, il y a beaucoup de magie en face, donc ils vont pouvoir dissiper aussi la magie adverse. Et puis, vous allez me dire, oui, mais Be'lakor peut dire, ouais, mais l'unité de 30, elle ne bouge pas pendant 2 tours, elle ne peut rien faire, et ainsi de suite. Oui, mais c'est là où Touchous est intelligent, c'est Touchous va jouer le Big Drop Fortica, donc le méga gargant allié. Et même s'il ne compte que pour 5 sur les objectifs, au lieu de 20 ou 30, Be'lakor ne peut pas laisser ce méga gargant bouger. Il doit faire un choix. S'il le laisse bouger, le méga garant va tuer les chevaliers, va tuer les varanguards. S'il décide de le gérer, les chevras vont prendre des objectifs. Donc ça va être quelque chose de très 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 serré. Ça va être aussi une très très belle partie. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a que des belles parties. Et encore, il y a une de mes parties encore préférées qui va arriver après. Mais pour moi, franchement, ça va être super serré. Et même si je vais à contre-courant, parce que souvent on dit que les Nighthawk ne sont pas très forts dans le format actuel, moi je vais mettre ma pièce sur cette liste de Touchous, et je pense que c'est une liste qui a été construite pour prendre des objectifs, et on sait tous que c'est comme ça qu'on gagne à Age of Sigmar. La table 14 sera la mienne, on va revenir sur mon match-up à la fin. Voilà, je vais le faire garder pour la fin. Et on va passer à un de mes matchs préférés. Franchement, c'est un de mes matchs préférés, ce sera Bloody Hell avec sa liste de Nurgle, avec Archaon, contre le Racornu, avec sa liste Caradon, avec Gotrek. Là, j'ai beaucoup hésité. Mais je vais donner clairement vainqueur le Racornu. Enfin, clairement, non. Je vais donner vainqueur le Racornu. Déjà parce qu'il a le meilleur pseudo de toute l'histoire des pseudos. Non, parce qu'en fait, ça va vraiment jouer. On va regarder les listes, mais ces deux armées. Nurgle va garder ses objectifs. Ça va être impossible de les reprendre. On va regarder sa liste. Qui est la liste numéro 9. Hop, qui est là. Donc, Archaon, un Great Uncle One, Slow Pity, des Putrid Lightning, 20 Plague Bearer, 10 Plague Bearer, 3 Dwarves. Pour moi, c'est une liste vraiment bien, 2 pauses, c'est vraiment génial. C'est une liste d'ailleurs que je vais tester parce que j'ai toutes les figurines chez moi. Voilà, moi j'aime beaucoup Nurgle. Donc les Munificent Wanderers sont très forts. Donc voilà, c'est quelque chose de très très bien, très très résistant contre une armée qui est quand même basée sur le fait de faire très mal. La liste numéro 4, hop, il est là, voilà. Donc avec beaucoup de tirs, des BM, un Ironclad, et là au fait où ça va être fort, c'est qu'il n'a pas spécialement besoin d'avancer, il peut garder ses objectifs, Gotrek va aller tout seul sur le centre, et ça va être un Gotrek contre un Archaon, en fait, et on verra qui sera le meilleur des deux. Je donne ma pièce sur Gotrek, parce que c'est un... Voilà, je suis totalement subjectif. Non, voilà, donc ça va être de nouveau, voilà, ça de nouveau, c'est une confrontation très serrée. J'ai beaucoup hésité sur qui allait gagner cette partie-là. S'il y avait un match nul, je l'aurais peut-être donné, mais je vais quand même me mouiller, parce que c'est ça le jeu des pronostics, c'est de se mouiller, et je vais donner vainqueur le raccord. Après, on va passer à Coco Django contre El Sainar, Fire Slayer contre City of Sigmar. Là, par contre, je vais donner vainqueur les Fire Slayer. Pourquoi? Alors, on va regarder, c'est les listes 11 et 12. C'est l'avantage qu'ils ont mis les listes l'une à côté de l'autre. Donc, on va voir Coco Django qui va être, donc City of Sigmar, qui va être une très sorcier, donc beaucoup de magie, avec des choses qui vont résister, avec les 30 Finiguards. Les free guilds général, on va être clair, net et précis, les trirevenants sont juste là pour prendre les objectifs, et malheureusement dans ces scénars-ci, ça va pas être très utile. Ils vont garder, oui, les objectifs chez eux, mais c'est tout. Donc le reste de l'armée va avancer,
Mais là où le reste de l'armée va avancer, le reste de l'armée va se frotter à Gotrek. Voilà. Donc déjà Gotrek, les 30 gardes Phoenix, ont techniquement, je pense j'ai refait les jets et tout ça, ne peuvent pas passer Gotrek. Et Gotrek va passer à travers. Va peut-être pas passer directement, va passer à travers. Mais à côté de ça, il y aura aussi les Berserkers, les Horseguards, qui vont faire très mal, qui vont avoir la résistance à 4+. Donc, au final, malheureusement, l'armée de City of Sigmar, et oh Dieu, que je sais que c'est chouette d'avoir des City of Sigmar sur table, mais malheureusement, je ne la vois pas passer, du moins sur ce scénar-là, contre les Fyreslayers d'Elsanar. La dernière table, la table 17, on va avoir Reaper avec les Daughter of Cain, Tensei avec les Kruleboyz. Tensei, c'est Eric, hein. Eric, vous le connaissez, d'ailleurs, c'est lui qui a joué la dernière partie avec ses Kruleboyz. Vous allez voir que sa liste a quand même bien évolué depuis la dernière partie sur la chaîne. Donc, on va avoir Reaper avec ses Daughter of Cain, qui est ici. Somme toute classique, hein. On va avoir Morathi, on va avoir un chaudron, une méduse, une fois 10 sisters qui tirent, une fois 10 sisters de corps à corps, 20 witch. Voilà. En fait, il a très peu de répondants en fait aux Kruleboyz d'Eric à cause des tirs. Donc c'est une armée qui va aller un peu plus au corps à corps. Et en fait, Eric joue quelque chose de très intelligent. En fait, va jouer ses grunes qui passent par 20. Donc c'est des pavés de 40 PV qui font des BM. C'est presque aussi fort en fait que des luminettes. Et voilà, donc il a les 9 tireurs qui vont pouvoir bien gérer ce qu'il y a en face. Le chaudron, on va y passer, clairement. Il a ce fameux break-à-boss que vous savez que je surkiffe, et vous allez voir que je vais encore plus le surkiffer quand on arrivera à ma partie, et qui va faire très mal, donc voilà. Ça va jouer aussi comment on va pouvoir essayer de gérer Morathi, parce que Morathi fait quand même mal, mais je donnerai quand même l'avantage à Eric sur ce scénario-là. Et on va finir par mon match à la table 14. Déjà, petit fait comique, je vais jouer contre Ghost44, Jérémy, qui habite Wavre, comme moi. Donc déjà, ça c'est marrant parce qu'au final, on vient tous les deux de la même ville, et ce sera la première fois qu'on va jouer l'un contre l'autre. Donc déjà, je trouve ça chouette. J'ai vraiment hâte de jouer contre toi. Et ma liste, vous la connaissez, je vous la remontre vite, mais j'ai mon Kraken Eater qui donne -1 pour être touché, -1 pour toucher à toutes les unités dans les 3 pas, avec l'Arcane Tome, le Flaming Weapon. Vous savez mon hésitation entre le Flaming Weapon et le vol. J'ai quand même tenté le Flaming Weapon sur cette partie-ci, même si, mon avis, je vais beaucoup plus jouer sur le bouclier mystique. Mais pour rajouter +1 aux dégâts au Kraken Eater, qui est son seul point faible, c'est qu'il est un peu mou de ce niveau-là, je trouve ça intéressant. Le Gatebreaker, parce que c'est le meilleur gargant du jeu, et que le meilleur gargant du jeu, j'ai envie de le garder longtemps, donc il a l'amulette de Destiny. Le Warsamper, parce qu'il coûte pas cher et parce qu'il est cool. Et ça me permet de jouer 3 x 1 méga gargant, même crusher gargant, qui vont me servir sur ce scénario, puisqu'ils vont tenir les objets pendant que le reste peut foncer. Et quand tu as 3 méga gargants et un petit gargant qui te fonce dessus, et voilà. J'ai 3 pauses dans ma partie. Et on va voir maintenant la liste de mon adversaire, qui est la liste numéro 22. C'est le site, donc Jérémy, qui joue Kruleboyz. Ah, déjà, gloops gloops. Et voilà. Après, il a une liste un peu classique, hein, avec le crocodile. Donc le crocodile, ce que ça fait, c'est que ça fait que toutes les blessures mortelles que vous allez faire avec un 6 non modifié font un dégât supplémentaire. Donc, si vous faites un 6 avec vos arbres à l'étrier, vous faites 3 dommages, 3 blessures, 3 BM, ça fait très mal. Hein. On a les 2 chamans qui transforment les blessures mortelles sur du 5 ou du 6. Attention que le +1 des matchs ne reste que sur un 6, même si on fait des blessures mortelles sur 5 ou 6, mais bon, ça c'est intéressant. Les 10 Growth, ça sert d'écran, franchement, c'est pas ça qui va me faire peur. Les 2 x 10 Grune qui passent, ça ne me fait pas peur, il n'en joue que par 10, donc 20 PV. Si un méga gargant n'est pas capable de faire 20 PV, il ne sert à rien, hein, j'ai envie de dire. Mais là, là où ça va me faire très mal, c'est ici. On a 2 break-à-boss. Et clairement, on l'a vu pendant le rapport de bataille, un break-à-boss peut me tuer ou m'enlever minimum les 3/4 de mes points de vie sur un méga gargant. Et il en a 2. Alors là, ça va me faire très mal. Je vais jouer en premier. Enfin, je vais avoir le choix de jouer en premier. Je réfléchis encore, j'analyse ça. Mais voilà,
C'est un match qui va être serré. Maintenant, si je dois me mouiller, et je vais essayer de rester cohérent avec mon ambition que je vous avais dit une vidéo précédente, hein, je vais me mettre vainqueur. Pas de beaucoup. Malheureusement, je ne ferai pas une grosse victoire, ça c'est sûr. Ce serait une partie serrée, ce serait une très chouette partie. J'ai vraiment hâte de la jouer. Mais voilà, si je dois mouiller, allez, mouillons-nous, je vais me mettre vainqueur. Voilà les amis, donc première ronde, on a donc lutte de pouvoir que je vous ai expliqué. Deuxième ronde, on va avoir le poids du nombre. Alors poids du nombre, c'est à la page 42. Hop, prenons la page 42. Voilà. Poids du nombre que je vous montre ici. Hop, donc 6 objectifs, 3 de chaque côté. Et c'est des objectifs en fait qu'on doit contrôler le plus longtemps possible, qu'on doit sacrifier à un moment. Et pour quand on les sacrifie, ça rapportera des points. Donc si on le sacrifie et que ça faisait qu'un tour qu'on le contrôle, on marque un point. Si on sacrifie et qu'on contrôlait déjà le tour précédent, on va marquer 2 points. Si on le sacrifie et que on le contrôlait à la fin de son avant-dernier tour et qu'on n'a pas perdu le contrôle entre-temps, on marque 4 points. Et donc, si on sacrifie au tour 4 et qu'on compte depuis le début, on marque 4 points. Si on sacrifie au tour 5 et qu'on l'avait jusqu'à la fin, on marque 8 points. Et le dernier qui sera gain sauvage, page 24. Et gain sauvage, hop, ça va être dur celui-là pour le dernier parce que 5, on peut marquer beaucoup de points. Et je pense que c'est dur de le mettre en dernier. Je l'aurais peut-être pas mis en dernier, mais à voir. Hein. Donc gain sauvage, c'est celui-ci où vous avez 4 objectifs. Comme ça, POC. Attendez, voilà, POC et POC, équivaut à 1 point, 2 points chacun celui du milieu, ça, 2 points, et 4 points celui-ci. Voilà, je ferai des petites vidéos, je vais essayer, hein, c'est pas sûr encore, de faire des petites vidéos pendant le tournoi. Donc je vais essayer, ça dépend en fait. Nos amis de AOS Geek avaient fait ça pour le tournoi qu'ils viennent de faire ce week-end, c'est très intéressant, des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute. Je vais peut-être faire ça pour vous montrer des belles armées, pour vous montrer un peu comment se passe le tournoi. Peut-être que s'il y a un représentant officiel du club de la Tour d'Ébène qui organise, je ferai peut-être une interview s'il est d'accord. On va voir tout ça, on a encore le temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai une vidéo débrief après, ça c'est sûr. Voilà les amis, j'ai hâte de lire vos commentaires dans la section avec vos propres pronostics. Dites-moi où est-ce que vous voyez que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est vraiment chouette. Hein. Si vous avez d'autres questions, tout ça, n'oubliez pas mes réseaux sociaux. Hein. Donc à chaque fois, les royaumes de Keia, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Hein. De toute façon, les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt dans les royaumes et amusez-vous bien.